Il est 7h31 et nous avons en ce moment 360 personnes qui sont connectées. Nous allons juste attendre une minute de plus, puis nous allons commencer. J'aimerais, entre-temps, et très, très important, bonsoir, euh, vous présenter la docteure Nissan Campon. Elle est urologue à l'Hôpital général juif de Montréal. Elle est aussi professeure agrégée de la division d'urologie et du département de chirurgie à l'Université de McGill. Et elle est aussi clinicienne chercheur et de recherche médicale à l'Institut Lady Davis. Alors, et je veux juste faire un rappel que vous pouvez poser vos questions et nous allons leur répondre durant et aussi après le webinaire. Et il est important, très important de vous mentionner que le webinaire sera enregistré et vous allez recevoir le lien via votre courriel dans quelques jours. Et en même temps, à la fin de la présentation, il va y avoir un tirage au sort où deux participants auront la chance de gagner une carte cadeau Amazon de $100 chaque. Et je vais annoncer les personnes qui gagneront cette carte cadeau, bien sûr, lorsque le moment arrivera. Et aussi, il est important de mentionner qu'il va y avoir un certificat de participation. Nous allons bientôt partager le lien pour que vous puissiez y accéder au certificat. Et vous pouvez aussi, et je vais mentionner, et cette même information à la fin de la présentation, mais à part le certificat de participation, vous pouvez aussi placer une demande d'échantillon ou de matériel et il va y avoir aussi un lien dédié à ce fin. Alors, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Mon nom est Olivia et je vous souhaite la bienvenue au nom de CIO+. Et maintenant, il est 7h34. Je laisse la parole à la docteure Lisanne Campo et pour qu'elle puisse faire la présentation. Merci encore. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous et de présenter sur la prise en charge des infections urinaires. On va parler des meilleures pratiques des spécialistes et des soins de santé primaire. Donc, nos objectifs ce soir seront de premièrement définir et identifier quelles sont les infections urinaires récurrentes chez la femme. Ensuite, on va discuter de l'évaluation et du traitement et comment intégrer différentes stratégies de prévention des infections urinaires récidivantes ou récurrentes chez les femmes. On va aussi discuter comment appliquer les principes de gestion de l'utilisation des antibiotiques dans le traitement des infections urinaires et identifier les indications pour référer un spécialiste dans le contexte d'une infection des voies urinaires récurrentes. Donc, voici un aperçu de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on traite exactement? De quoi on parle ce soir? Ce sera les infections des voies urinaires, donc l'acronyme IVU. Aussi souvent utilisé, on utilise souvent le terme cystite pour définir cette pathologie, cette condition. Donc, en fait, une infection urinaire est une réponse inflammatoire de l'urothélium à l'invasion bactérienne. Donc, c'est plus qu'une culture positive. Il faut vraiment que les patientes ou les patients développent cet aspect inflammatoire, cette réponse inflammatoire. Et souvent, on va avoir une bactériurie, une pyurie présente lors de l'analyse urinaire. Donc, c'est ce qu'on définit comme une cystite bactérienne aiguë. Et comment ça se différencie d'une bactériurie? La bactériurie est simplement la présence de bactéries dans l'urine, identifiées dans une culture d'urine, qui, normalement, devrait être stérile lorsqu'on fait une culture d'urine traditionnelle. Donc, ainsi, la bactérie peut être présente de manière asymptomatique ou symptomatique. Lorsqu'on parle de pyurie, c'est la présence de globules blancs dans l'urine qui aussi peut suggérer cette réponse inflammatoire. Alors, lorsqu'on parle d'une infection des voies urinaires, une IVU, elle peut être soit non compliquée ou compliquée. Par définition, les infections des voies urinaires récurrentes, ce sont des infections urinaires non compliquées. Donc, ça, c'est une notion à bien comprendre.
Donc, lorsqu'on parle d'une infection non urinaire non compliquée, ça ne peut être que chez une femme. Tous les hommes qui présentent une infection urinaire ont par définition une infection urinaire compliquée. Donc, une infection urinaire non compliquée est une infection chez une patiente qui est en santé, qui est immunocompétente, qui n'est pas enceinte et qui a principalement des voies urinaires avec une fonction et une anatomie normale. Donc, lorsqu'on parle d'une infection urinaire compliquée, qui a des implications très différentes en termes de traitement. Alors, ce sont une infection chez un patient ou une patiente qui a des facteurs qui augmentent les risques de contracter une bactérie et qui pourraient diminuer l'efficacité des traitements. Essentiellement, ce seraient des patients ou des patientes qui ont des voies urinaires avec une fonction ou une structure anormale, qui peuvent être immunosupprimés, qui peuvent développer des bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques. Donc, tout ça font en sorte de rendre une infection urinaire compliquée. Donc, lorsqu'on parle d'infection urinaire récurrente, ce sont des épisodes de cystite non compliqués chez une femme. Ça ne peut être que chez une femme. Alors, qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse donner cette étiquette-là à nos patients où on peut identifier cette pathologie chez nos patients? Ce sont deux épisodes séparés, démontrés avec culture d'une cystite bactérienne aiguë associée avec des symptômes en l'espace de 6 mois. Donc, il faut qu'il y ait au moins 2 épisodes en 6 mois ou ça peut être 3 épisodes en 1 an. Mais il faut que ces épisodes-là soient associés avec des symptômes et il faut aussi qu'il y ait une culture prouvant l'infection urinaire. Alors, on peut aussi discuter de réinfection ou de persistance. Donc, ces deux définitions sont inclusives l'un à l'autre. Une réinfection, c'est lorsqu'on a une récidive avec un organisme différent ou ça peut être le même organisme, mais lorsqu'il y a eu un traitement et une culture négative entre le traitement ou lorsque ça fait plus que 2 semaines suivant le traitement. Donc, ça peut être la récidive avec un organisme différent ou le même, mais en ayant prouvé que la culture était négative ou si ça fait plus que 2 semaines de traitement. Donc, on va souvent voir ça avec des différents organismes, avec des intervalles variables. C'est plutôt rare qu'on va voir une réinfection chez l'homme. Lorsqu'on va identifier ça, ça peut suggérer qu'il y a une anomalie des voies urinaires ça va nous demander des investigations un peu plus poussées. Mais la réinfection est très fréquente chez la femme et la majorité du temps, on ne trouve aucune cause identifiable. Lorsqu'on parle de persistance bactérienne, alors ça, c'est différent de la réinfection. C'est lorsqu'on va identifier la même bactérie dans la culture après avoir traité pendant 2 semaines selon les sensibilités. Donc, souvent, ça va être le même organisme, l'intervalle va être un peu plus court et ça peut suggérer qu'il y a possiblement un nid d'infection. Alors, les infections urinaires, c'est une pathologie, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On sait que la prévalence d'une infection urinaire chez la femme de plus de 65 ans est à peu près de 20 tandis que dans la population générale, on parle de 11 Et lors de leur vie, à peu près 50 à 60 des femmes adultes auront au moins une infection urinaire. Donc, c'est très, très fréquent chez les femmes. Maintenant, à peu près 10 des femmes post-ménopausées auront eu une infection dans l'année précédente. On parle d'une pathologie quand même très fréquente. Et lorsqu'une femme a développé un premier épisode d'infection urinaire, à peu près 30 de ces femmes auront une récidive dans les 6 mois qui suivent. Et à peu près 3 auront une deuxième récidive après la même période, donc au cours des prochains 8 mois. Donc, encore là, quelque chose de très fréquent. Alors, on va commencer avec une petite vignette clinique. On a Audrey, qui est une femme de 36 ans, qui a des antécédents pertinents pour essentiellement 2 grossesses, 2 accouchements vaginaux sans complications. Elle a eu une allergie à la pénicilline à l'enfance et n'a jamais eu aucune chirurgie. Alors, elle se présente avec une algurie, c'est-à-dire une douleur lors des mictions, ainsi qu'une fréquence urinaire augmentée depuis les derniers 24 heures. Elle reporte aussi avoir des douleurs suspubiennes, mais n'a pas d'hématurie macroscopique identifiée. Et elle associe cet épisode avec une activité sexuelle récente.
Elle reporte aussi que c'est son 3e épisode d'infection urinaire démontré par culture cette année. Donc, lors de la présentation des patients, il y a énormément d'informations qu'il faut essayer d'obtenir, qui va nous permettre d'identifier, en effet, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un trigger ou quelque chose qui associe, que les femmes associent. Donc, est-ce que c'est soit avec l'activité sexuelle, ça peut être avec certaines activités physiques ou avec d'autres choses qui peuvent être associées avec la présentation. En plus de savoir exactement quelle est leur présentation lors de l'épisode aigu, je veux savoir aussi s'ils ont des symptômes urinaires entre les infections urinaires. Donc, est-ce qu'ils ont plus d'incontinence? Est-ce qu'ils ont plus de fréquence ou de symptômes mictionnels? Donc, ce sont des informations qui vont être très importantes. Je veux aussi savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de les voies digestives? Est-ce qu'ils ont des symptômes comme de la diarrhée? Est-ce qu'ils ont de l'incontinence fécale, de la constipation? Je veux savoir aussi s'ils ont des problèmes plus au niveau vaginal. Est-ce qu'ils ont eu des infections vaginales? Est-ce qu'ils ont utilisé des cathéters dans le passé? Est-ce qu'ils utilisent certaines contraceptions qui peuvent être associées avec des infections urinaires? Évidemment, les antécédents sont très pertinents. Ainsi que, comme j'ai mentionné, des symptômes aussi de prolapsus pelvien peuvent être aussi très pertinents à l'anamnèse. Donc, comment on forme un diagnostic? Donc, c'est une apparition soudaine d'une algurie, d'une douleur à la miction, qui peut être associée avec une urgence, une fréquence urinaire élevée et potentiellement avec une hématurie micro ou macroscopique. Et certaines femmes peuvent aussi développer une incontinence urinaire nouvelle ou aggravante. Ce qu'on sait, c'est que les symptômes peuvent devenir un peu moins spécifiques chez les femmes plus âgées et des fois même peuvent être très vagues chez les femmes plus âgées où il peut y avoir une certaine immunosuppression. La majorité du temps, dans 75 à 95 le pathogène qu'on va identifier dans nos cultures d'urine, c'est le E. coli, l'Escherichia coli. Lorsqu'on va procéder à notre diagnostic, on va faire une culture d'urine. Habituellement, le seul traditionnel qu'on va suggérer, c'est au moins 10 à la 5 qu'on appelle colony forming units par millilitre de bactéries dans un spécimen propre attrapé en miction libre. Ça, c'est notre seul traditionnel. Maintenant, on peut utiliser un seuil plus bas si, selon la présentation, on a de fortes présomptions ou de fortes suspicions qu'il y a une infection urinaire. Mais il faut toutefois qu'il y ait seulement qu'un seul uropathogène parce que lorsqu'on a un seuil un peu plus bas, des fois, ça peut être un contaminant. Maintenant, afin de déterminer si en effet c'est vraiment une infection ou c'est un contaminant, il y a d'autres informations qu'on peut obtenir de l'analyse urinaire dont je vais parler un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec le E. coli? C'est qu'on sait que le E. coli va adhérer à l'urothélium de la muqueuse vésicale avec ce qu'on appelle les type 1 pili qui vont adhérer aux cellules uropéthéliales et vont ainsi infiltrer la muqueuse et causer des infections. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans l'analyse urinaire? Donc, moi, d'ordre général, lorsque j'ai une patiente qui va se présenter avec des infections urinaires, je vais toujours demander une analyse et une culture. Je vais demander les deux en même temps. Car si la culture est un peu, je vous dirais, floue, si on n'est pas certaine de quoi on traite, l'analyse urinaire va être encore plus aidante afin de déterminer si c'est un contaminant ou non. Donc, si on regarde la présence de bactériurie dans l'analyse urinaire, la sensibilité pour une infection urinaire est entre 40 et 70 Toutefois, sa spécificité est encore plus élevée, jusqu'à 95 Elle est présente dans à peu près 90 des infections lorsqu'on atteint un seuil de 10 à la 5. Toutefois, des fois, la bactérie sera non détectable si le seuil de colony forming unit est plus bas. Donc, ça peut être un faux négatif. Donc, la bactériurie peut être absente malgré le fait qu'il y a une culture d'urine positive. Et ça peut être dû à une limitation au niveau du microscope selon le volume d'urine observé. Parfois, on peut déceler des bactériuries sur l'analyse microscopique, mais une culture négative, donc ça peut être un faux positif.
Pour ce qui est des nitrites, la sensibilité est variable, entre 35 et 85 %. Ça va dépendre des bactéries présentes, mais c'est très spécifique. Lorsqu'on l'identifie, donc c'est assez spécifique pour une infection urinaire de plus de 86 %. Pour ce qui est de la pyurie, c'est un peu moins spécifique que les nitrites. Donc, on parle de 50 à 65 %. Toutefois, c'est très sensible jusqu'à 95 %. Pour ce qui est de l'hématurie, on peut souvent l'identifier dans l'analyse urinaire lorsqu'on a une culture d'urine positive et ça pourrait en effet juste démontrer la réponse inflammatoire. Qu'est-ce qu'on fait si on a une hématurie microscopique, donc lorsqu'on l'aura analysée au microscope? Moi, d'ordre général, lorsque j'identifie une hématurie microscopique dans un contexte d'infection urinaire, je vais vouloir répéter l'analyse d'urine après avoir bien traité l'infection urinaire pour m'assurer que celle-ci disparaît et ne persiste pas malgré le traitement. Alors, selon nos lignes directrices qui ont été publiées depuis 2019 et qui ont eu récemment, ils ont eu plusieurs updates qui ont été faites, mais donc les statements que je mentionne ici n'ont pas changé. Essentiellement, les cliniciens devraient obtenir une anamnèse médicale complète et faire un examen pelvien chez les femmes présentant des infections des voies urinaires récurrentes. C'est un principe clinique. Les lignes directrices aussi recommandent de documenter le diagnostic de l'infection urinaire avec une culture d'urine positive lorsqu'elles sont associées avec des épisodes symptomatiques. Donc, même si la patiente, elles savent très bien que c'est une infection urinaire, elles disent « Docteur, je sais que c'est une infection » ou j'ai besoin d'antibiotiques », il faut absolument envoyer une culture d'urine. Ce n'est pas une utilisation des ressources abusive, vraiment, c'est nécessaire de savoir quelle est la bactérie qui est présente, car nos taux de résistance augmentent de plus en plus à cause d'une mauvaise utilisation des antibiotiques. Maintenant, les cliniciens devraient obtenir des analyses urinaires supplémentaires si le spécimen initial semble être contaminé et possiblement considérer d'obtenir un spécimen cathétérisé. Donc, à quel moment on pourrait penser que notre culture d'urine est contaminée? Donc, lorsqu'on a un compte de moins de 10 à la 5 de ce qu'on appelle les colony forming units, ça pourrait suggérer qu'il y a peut-être un contaminant. Ou s'il y a plus que 2 organismes, ou 2 ou plus organismes présents, pourrait suggérer aussi un contaminant. S'il y a une croissance mixte ou s'il y a une présence prédominante de lactobacillus, lactobacillus aussi, ça pourrait suggérer une contamination. Et si dans l'analyse urinaire, on voit beaucoup de cellules épithéliales squameuses, ça pourrait aussi suggérer qu'il y a une contamination présente. À ce moment-là, dans ces cas-là, on suggère de répéter la culture d'urine. Donc, à l'évaluation, une cystoscopie ou une imagerie médicale n'est pas nécessaire ou ne devrait pas être obtenue de manière routinière chez la patiente index qui se présente avec des infections urinaires récurrentes. Lorsque c'est un peu répétitif à ce niveau-ci, mais on doit obtenir une analyse de culture d'urine avec sensibilité avec chaque épisode de cystite symptomatique avant de débuter un traitement chez les patientes avec les infections urinaires récurrentes. Alors, on retourne à notre vignette. À l'examen. Donc, on veut faire un examen pelvien chez les femmes afin de s'assurer qu'il n'y a pas de présence de prolapsus, qu'il n'y a pas de présence de masse ou d'anomalie au niveau de la muqueuse vaginale. On veut aussi identifier, de mieux qualifier la muqueuse vaginale. Est-ce qu'il y a une présence d'atrophie ou non? Est-ce qu'il y a une présence d'incontinence importante? Donc, ce sont des informations très importantes aussi à identifier. Aussi, à l'examen abdominal, est-ce qu'on va avoir la présence de cicatrices? Est-ce qu'on va avoir la présence possiblement des indices d'une rétention urinaire? Chez certaines femmes qui ont des symptômes mictionnels, on pourrait vouloir évaluer s'il y a un résiduel post-mictionnel ou non, qui pourrait augmenter le risque d'infection urinaire, mais ce n'est pas nécessaire chez toutes les femmes non plus. Donc, à l'examen physique normal chez cette patiente, on fait une culture d'urine
qui est positif pour le E. coli. On sait que c'est le pathogène le plus prédominant, mais il n'y a aucune résistance aux antibiotiques. L'analyse d'urine est positive pour les nitrites et les leucocytes. À ce moment-ci, est-ce qu'on doit faire d'autres investigations? Donc, comme mentionné, non, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, dans quel cas clinique doit-on penser à référer nos patientes lorsqu'elles ont des infections des voies urinaires récurrentes? Alors, il y en a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait penser à référer soit à un urologue ou à un autre spécialiste qui s'occupe de ces patientes-là. Donc, dans des cas où on a une persistance bactérienne, malgré un traitement adéquat, selon les sensibilités de la culture d'urine, ceci pourrait suggérer possiblement une anomalie des voies urinaires ou un nid d'infection qui devrait être adressé. Dans des cas encore là d'anomalie des voies urinaires, soit comme suite à un trauma, suite à une chirurgie, suite à possiblement une néoplasie, ce sont tous des raisons qu'on devrait référer. S'il y a des antécédents de calcul, rénaux, vésicaux, ça pourrait suggérer peut-être la présence de ceux-ci. Même chose si on a principalement une bactérie avec dédoublement de l'urée en culture, ce qu'on appelle de urea splitting bacteria, donc les Proteus yersinia, ce sont des bactéries qui peuvent se présenter lorsqu'on a des nids d'infection ou des calculs prédominants. Si on a certains symptômes qui sont suspects, beaucoup de symptômes mictionnels qui pourraient suggérer peut-être la présence d'une obstruction infravésicale, comme un débit faible, un débit intermittent, hésitant, ou si on identifie en effet un résiduel élevé. La présence de pneumaturie, fécalurie, tout ça est très suspect. Si on voit qu'il y a encore une présence d'hématurie après la résolution de l'infection, c'est un autre cas dans lequel on voudrait référer à un urologue. Maintenant, si on a des cas de pyélonéphrite à répétition, on ne parle plus d'infection des voies urinaires récurrentes, on parle d'infection urinaire compliquée. Même chose si on a la présence de diabète ou immunosuppression, encore là, on parle plus d'infection urinaire compliquée. Donc, ce ne sont plus des infections urinaires non compliquées récurrentes. Alors, quels sont les principes d'antibiothérapie chez nos patientes ou chez nos patients? Alors, le principe d'utilisation des antibiotiques est d'éliminer la croissance bactérienne dans les voies urinaires. Donc, on veut essayer d'obtenir un niveau antimicrobial suffisant dans l'urine parce que essentiellement, on veut éradiquer les bactéries présentes dans l'urine. Donc, on veut que notre antibiotique se rende dans l'urine et soit au-dessus de ce qu'on appelle le minimal inhibitory concentration, donc la concentration d'inhibition minimale de l'organisme qui infecte, qui cause l'infection. On veut essayer de choisir un antibiotique selon le spectre d'activité de l'uropathogène le plus probable selon la source d'acquisition de l'infection. Donc, comme dans la majorité des cas, on traite du Escherichia coli dans la culture d'urine. On veut essayer d'avoir un antibiotique qui va aller adresser cette bactérie. Lorsqu'on doit traiter une bactériémie ou une infection des voies urinaires compliquée avec fièvre, il est possible qu'on doive utiliser des antibiotiques parentéraux. Donc là, on ne parle pas nécessairement d'une infection des voies urinaires non compliquée. Et dans des cas où on a potentiellement la présence d'insuffisance rénale, on doit être plus prudent avec les antibiotiques qu'on utilise, surtout si on utilise des antibiotiques principalement éliminés par les reins. On veut être prudent avec la dose et la durée des antibiotiques qu'on va choisir. Selon les lignes directrices, les antibiotiques à favoriser en première ligne pour le traitement d'une infection urinaire symptomatique, ce sont les trois cités ici. Donc, on parle de la nitrofurantoïne, le fameux macrobide, qui est un traitement de 100 mg 2 fois par jour pendant 5 jours. On peut aller jusqu'à 7 jours si on le souhaite. On parle aussi de trimethoprim sulfamethoxazole ou le Bactrin ou le sulfatrim. Ce sont d'autres termes pour définir à base de sulfa. Donc, il faut faire attention s'il y a un antécédent d'allergie au sulfa.
Et le petit dernier, en fait, qui n'est pas vraiment le plus récent, mais qui a eu une ressurgence au cours des dernières années, mais qui est en fait un très ancien antibiotique, mais qui avait été un peu mis de côté. Et on sait qu'il est très efficace aussi pour traiter les infections urinaires. La fosfomycine, c'est une seule dose, donc ça peut être attrayant pour certaines populations de patients. Une seule dose et en fait, la durée de l'efficacité va jusqu'à 10 jours pour traiter l'infection urinaire. Donc, on voit nos taux de guérison sont assez élevés. On parle entre 80 à 100 couvre la majorité de nos pathogènes qu'on veut souhaiter. Très peu de dommages collatéraux avec ces trois antibiotiques-là. La résistance est faible, c'est-à-dire les bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques-là sont plutôt faibles, surtout pour la nitrofurantoin et les phosphomycines. Toutefois, c'est possible qu'au cours des prochaines années, on voit des changements à ce niveau-là. Tandis que pour le sulfatrim, le TMP-SMX, ça l'a augmenté au cours des dernières années. Le sulfatrim est utilisé pour 3 jours et, comme je mentionnais, le phosphomycine est une seule dose. Maintenant, il est important potentiellement aussi de garder en tête la résistance antimicrobiale de notre région, qui peut être très différente d'une ville à une autre. Et on peut obtenir cette information-là sur le site web ici. On peut savoir c'est quoi le taux de résistance, le taux de susceptibilité selon notre région géographique. Et donc, ça, c'est un exemple que j'ai pris il y a quelques temps. On peut voir, par exemple, la nitrofurantoïne. Pour le E. coli, on parle quand même d'une bonne susceptibilité à 97 et une résistance quand même assez faible. Ça, c'est pour le nitrofurantoïne. Tandis que si on regarde le triméthylprim sulfate, on voit que la susceptibilité est plus faible que la nitrofurantoïne. Donc, il faut prendre ça en conséquence. Alors, lorsqu'on regarde nos lignes directrices, quelles sont les suggestions? Alors, les cliniciens peuvent offrir des traitements initiés par la patiente chez certaines femmes avec les infections des voies urinaires récurrentes avec épisode aigu en attendant les résultats de culture d'urine. Maintenant, c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment dans ma population de patientes. Il faut prendre en compte, s'assurer que la patiente est en mesure de faire ce traitement-là. Donc, ce sont souvent des patients qui sont très motivés. Je vais toujours dire toutefois qu'avant de commencer le traitement, même si elles ont une prescription pour commencer le traitement par elles-mêmes, ce qu'on appelle le self-start, elles doivent donner un échantillon d'urine qu'on enverra en culture et en analyse avant de prendre le premier comprimé. Donc, elles sont très bien informées que la culture d'urine est nécessaire avant de débuter le traitement. Donc, c'est quelque chose que nous, on offre. Les patientes, souvent, elles vont partir avec des requêtes d'analyse culture d'urine à faire au besoin lorsqu'elles développent des infections urinaires. Et ça va être très utile afin de guider le traitement par la suite. Alors, comme mentionné ici, on devrait utiliser les traitements de première ligne, donc les 3 mentionnés plus tôt, selon l'antibiogramme local pour le traitement des infections urinaires symptomatiques chez la femme. Donc, souvent, on peut considérer là, de commencer un traitement antibiotique en attendant la culture d'urine, en se basant sur notre antibiogramme local, comme je mentionnais la région géographique, afin de trouver le meilleur antibiotique qui est à utiliser chez chaque patiente selon leur réponse ou leur tolérance à certains antibiotiques aussi. Maintenant, lorsqu'on traite une infection des voies urinaires récurrentes ou une cystite aiguë, il faut utiliser la durée la plus courte raisonnable. Donc, en général, moins de 7 jours. Donc, on ne veut pas utiliser des antibiotiques là, pendant 2 semaines. Et souvent, on peut se faire, où les patientes elles croient que le plus d'antibiotiques qu'elles prennent, le plus de chances que l'infection ne va pas revenir. Et malheureusement, c'est un mythe, c'est une fausse croyance. C'est pas en donnant des traitements
de 2 semaines, 3 semaines qu'on va éradiquer le risque que l'infection revienne. À ce moment-là, on parlerait plus de persistance bactérienne, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, il faut souvent vraiment retourner à l'éducation, l'information au niveau de la patiente que prendre plus d'antibiotiques pendant une plus longue durée, ça peut causer plus de résistance. Il faut vraiment aller traiter pendant moins de 7 jours. Maintenant, des fois, les patientes vont continuer d'avoir certains symptômes malgré que la culture d'urine devient stérile. Et donc, c'est aussi, souvent, je vais discuter avec la patiente qu'il peut avoir une réponse inflammatoire qui peut prendre un peu plus de temps avant de s'apaiser. Donc, les symptômes peuvent persister malgré le fait qu'on a éradiqué la bactérie dans leur urine, mais que l'inflammation persiste un peu plus longtemps. Dans les cas où on a des patients hospitalisés avec une infection urinaire ou avec un épisode d'hépatite aiguë, lorsqu'il y a des cultures d'urine qui démontrent une résistance aux antibiotiques oraux, on peut considérer des antibiotiques parentéraux selon l'antibiogramme, encore là pour une durée de moins de 7 jours. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, on doit obtenir une analyse de culture d'urine ainsi que faire un antibiogramme avant de débuter les antibiotiques. On veut utiliser des traitements de première ligne selon l'antibiogramme. Et on peut aussi considérer d'utiliser des antibiotiques initiés par la patiente parce qu'on sait que l'accès aux soins, malheureusement, peut être un peu difficile dans certains cas. Alors, notre patiente ici a eu une résolution des symptômes après avoir pris nitrofurantoin pendant 5 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir qu'elle développe plus d'infections urinaires à répétition? C'est souvent ça le problème. C'est pas une seule infection urinaire, on la traite et on passe à autre chose, mais c'est lorsqu'elles deviennent récurrentes et fréquentes que ça peut être très débilitant pour les patients. Ça peut causer vraiment un impact très énorme sur leur qualité de vie. Elles vivent toujours en peur de développer une infection urinaire et de se retrouver avec des douleurs, avec des symptômes très incommodants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces infections urinaires à répétition? Alors ici, c'est une diapo assez lourde, mais c'était juste pour regarder ou mettre un tableau, peindre un tableau de tout ce qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. On peut utiliser des mesures conservatrices, on peut utiliser des mesures antibiotiques et autres. Donc, on va regarder tout ça. Maintenant, si on regarde la prophylaxie antibiotique, même si je l'ai mis en premier, comme dans mes diapos, c'est vraiment ma dernière ligne. Donc, c'est ce que je vais utiliser en dernier cas. Mais je voulais en parler en premier pour un peu mettre ça de côté et passer à ce que moi, je vais vraiment favoriser en premier lieu. Donc, la prophylaxie antibiotique, c'est lorsqu'on a tout essayé comme autre prévention non antibiotique et qu'on veut essayer de rendre la vie un peu plus facile, de prévenir les infections urinaires chez nos patients. Donc, lorsqu'on aura discuté des risques, des bénéfices et des alternatives, les cliniciens peuvent prescrire une prophylaxie antibiotique pour diminuer le risque de futures infections des voies urinaires chez les femmes de tout âge avec un antécédent d'infection urinaire. Maintenant, c'est important de comprendre que, en général, on va favoriser une durée des antibiotiques pour un maximum de 6 à 12 mois. C'est pas quelque chose qu'on veut utiliser indéfiniment. Et ça, je vais vraiment en parler en long et en large avec mes patientes pour qu'elles comprennent que c'est pas ça qui va régler le problème. Maintenant, on sait que lorsqu'elles prennent les antibiotiques, oui, elles auront moins d'infections. C'est possible qu'elles auront moins d'infections urinaires durant la période, mais dès qu'elles arrêtent, le problème peut revenir si on n'a pas instauré d'autres types de prévention. Et pourquoi qu'on ne veut pas nécessairement garder nos patientes sur une prophylaxie continue pendant des années? C'est parce qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires. Premièrement, il y a une résistance qui va se former à la longue avec quoi qu'on utilise comme antibiotique. Plusieurs de ces antibiotiques-là ont des effets secondaires importants. Quand on parle de nitrofurantoin, on sait que ça peut causer, lorsqu'on le prend suffisamment longtemps, des problèmes de fibrose pulmonaire,
Ça peut causer aussi des infections en candida, ça peut causer des problèmes au niveau gastrique. Donc, ce n'est pas nécessairement complètement anodin comme risque. Donc, on va favoriser ça vraiment plus pour un peu briser le cycle d'infection urinaire pour leur donner une pause lorsque tout le reste a échoué. Donc, de quoi on parle? J'ai mentionné que je vais vraiment favoriser les prophylaxies non antibiotiques en premier lieu et on va en discuter un peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur offrir selon les lignes directrices? Donc, la première chose qu'on peut considérer où on a beaucoup d'évidence, c'est l'utilisation de prophylaxie de canneberge chez nos femmes avec infection urinaire, infection des voies urinaires récurrentes. Alors, quelles sont les alternatives qui sont disponibles? Alors, beaucoup de femmes vont venir et dire, ah oui, je prends du jus de canneberge pour prévenir les infections urinaires. Malheureusement, pour obtenir vraiment l'efficacité du jus de canneberge, elles doivent en consommer de très grosses quantités tous les jours. Et si elles le prennent avec celui qui est sucré, alors ça peut poser aussi beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau diabétique, au niveau de la prise de poids, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais nécessairement favoriser. Alors, quelles sont nos autres alternatives? Alors, on a des formulations de comprimés. Celui qui est un peu disponible dans le marché, plusieurs différentes compagnies le produit, c'est ce qu'on appelle la poudre de fruits de canneberge. Donc, c'est sur le marché, on le voit avec des comprimés de 500 mg. Le problème avec ces comprimés-là, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyen de standardiser exactement combien de l'agent actif est présent dans ces comprimés-là. Donc, il y a beaucoup plus de variabilité qui peuvent être présentes dans ces comprimés-là. Et on a aussi principalement ce qu'on appelle la formulation standardisée de proanthocyanidine. À ce moment-là, on parle vraiment de l'agent actif de la canneberge et donc, différentes compagnies offrent justement cette formulation qui est standardisée de 36 mg de proanthocyanidine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on appelle les PAC, les proanthocyanidines? Ce sont ce qu'on trouve chez les extraits de canneberge. Ils vont essayer de prévenir l'adhérence des bactéries à l'uroépithélial. Donc, si vous vous rappelez, j'ai mis une diapo plus tôt que j'ai mentionné que le E. coli, le Escherichia coli, peut pénétrer, peut causer une infection en s'attachant aux récepteurs de glycolipides insensibles aux mannoses avec leur fimbrier ici. Et ce que ça va faire, les PAC, lorsqu'on se retrouve dans l'urine, ça va aller se bloquer sur ces fimbriers-là et empêcher ainsi l'adhérence des bactéries à l'uroépithélium. Donc, ça va donc ainsi favoriser une évacuation naturelle des bactéries qui peuvent être présentes sur le Escherichia coli. Donc, ça va prévenir l'adhérence ainsi des bactéries aux cellules et ainsi réduire aussi l'inflammation présente qui peuvent être induites par les bactéries. Donc, si on regarde les différentes formulations qui sont disponibles pour les PAC, donc différentes marques qui ont essayé de manufacturer cet extrait-là. Et si on regarde essentiellement le nombre de comprimés requis, bon, tout le monde mentionne soit 1 à 2, mais ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on mesure le montant des PAC dans différentes marques, à ce moment-là, on voit que le Utiva a une mesure plus standardisée et donc ainsi peut causer un score d'anti-adhérence plus intéressant. On a aussi beaucoup d'évidence, en fait, plusieurs études Cochrane ont été faites pour identifier le bénéfice de l'utilisation des comprimés des extraits de canneberge. Et en fait, ça, c'est la 5e revue de Cochrane qui a été faite récemment en 2023. On voit qu'ils ont regardé 50 études avec plus de 8800 patients et qui ont démontré en fait que l'extrait de canneberge pouvait réduire le risque de cystite symptomatique prouvé avec la culture
avec une diminution au niveau de 0,7 au niveau du Relative Risk Ratio. Donc, ici, c'est ce qu'on voit, les trouvailles de ce Cochrane Review. Donc, on voit une amélioration au niveau entre 0,7 à 0,4 sur les infections urinaires à répétition. Toutefois, on sait, un des effets secondaires que les comprimés de canneberge peuvent avoir, ça peut être un peu dur au niveau gastro-intestinal. Certaines patientes peuvent développer un peu une intolérance, une acidité gastrique. Mais c'est essentiellement l'effet secondaire prédominant que ces patients ou les patientes peuvent développer. Dans quel cas ça fonctionne? Alors, ça a été démontré que, encore là, comme le topo de ce soir, c'est les infections urinaires à répétition. On a démontré aussi que ça fonctionne chez les enfants. On a démontré que ça fonctionne pour prévenir les infections urinaires à la suite d'une intervention. Toutefois, on n'a pas encore assez d'évidence pour démontrer que c'est efficace dans des cas où on a, dans des cas des patients dans des centres de soins à longue durée. On n'a pas d'évidence que ça fonctionne dans des cas de grossesse, dans des cas de vessie neurogène ou lorsque les patients ne vident pas bien leur vessie. Donc, à considérer. Quelle autre technique on a, quel autre moyen, mesure on a pour prévenir les infections urinaires de manière non antibiotique? Encore là, c'est ce que je vais favoriser avant la prise d'antibiotiques, la prophylaxie antibiotique. Alors, on a de l'évidence, surtout, on a une bonne étude qui a été faite chez les femmes préménopausées, que augmenter la consommation d'eau d'au moins 1,5 litres de plus que ce qui buvaient avant va diminuer de moitié leur risque d'infection urinaire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, en général, je vais leur suggérer, toutes les patientes, pas juste celles préménopausées, mais en combinaison avec les extraits de canneberge, les PAC, on va aller essayer d'augmenter leur apport hydrique. Alors, il y a d'autres sortes de suppléments où l'évidence est un peu plus faible, sauf que pour certaines personnes, ça peut être utile. C'est quand on parle de probiotiques, le lactobacillus, encore là, l'évidence un peu plus faible. Donc, ben, si elle désire l'essayer, c'est définitivement pas contre-indiqué. Quels sont les autres suppléments? Alors, on a aussi le D-mannose. Le D-mannose, c'est un monosaccharide, un des 9 monosaccharides qui sont présents dans les animaux, dans notre corps humain essentiellement. C'est synthétisé du glucose en fait, on le trouve aussi au niveau des canneberges. Pourquoi l'utilisation de D-mannose ça va prévenir les infections urinaires? Encore là, c'est au niveau de l'adhérence. Encore là, le D-mannose va se lier au fimbrier de type 1 de E. coli et ainsi empêcher que les bactéries vont adhérer aux parois de la vessie. Donc, ça a une efficacité en termes de mieux éliminer l'Escherichia coli dans l'urine avant qu'elle se colle à la paroi urothéliale et ainsi causer une infection urinaire chez nos patients. Donc, c'est ce qu'on appelle une inhibition compétitive comme mécanisme potentiel du D-mannose. Donc, juste pour vous rappeler qu'il reste 5 minutes. Ah, d'accord. Alors, on va passer aux autres options. On peut parler aussi de méthénamine. Alors, la méthénamine aussi a été démontrée comme efficace. C'est un petit peu plus difficile à obtenir, à trouver, mais ça peut aussi diminuer les risques d'infection urinaire. Donc, je vais passer au dernier topo qui, je pense, est très, très pertinent. C'est l'utilisation d'estrogène. Vraiment, toutes les femmes péri- ou post-ménopausées qui développent des infections urinaires à répétition on devrait recommander l'utilisation d'estrogène vaginal afin de réduire les risques d'infection urinaire. On sait que c'est ce qu'on a plus d'évidence vraiment dans la littérature. Et c'est une application vraiment topique. On applique ça au niveau vaginal. Donc, c'est important de mentionner à nos patients que ce ne sera pas nécessairement systémique comme supplémentation. On ne parle pas d'hormonothérapie systémique.
On parle vraiment d'une application locale d'estrogène. On n'a pas besoin de complémenter avec la progestérone, c'est vraiment local. Il y a différentes manières de le traiter. Moi, j'utilise très fréquemment la crème vaginale d'estrogène, donc soit le Premarin ou l'estragine. Ce sont 2 formulations. On va utiliser ça 2 à 3 fois par semaine. Il y a aussi les comprimés, ce qu'on appelle le nom commercial de Vagifem. Et à ce moment-là, encore là, c'est 2 à 3 fois par semaine. Le e-string, présentement, est en rupture de stock, mais c'était quelque chose qui est très efficace aussi, qu'on l'installe et ça doit être changé aux 3 mois. Donc, on a différentes options là, pour appliquer l'estrogène vaginal et on sait que ça fonctionne très bien pour prévenir les infections urinaires. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'après la ménopause, le manque d'estrogène local va causer une alcalinisation des sécrétions vaginales. Et cette alcalinisation-là du pH vaginal va causer une meilleure adhérence bactérienne et épithéliale. Donc, le E. coli va vraiment aller s'installer beaucoup mieux. Donc, les mauvaises bactéries vont vraiment être présentes et les bonnes bactéries, ben, on ne les aura pas après causées par l'alcalinisation. Lorsqu'on arrive à acidifier les sécrétions vaginales avec l'estrogène, ça va promouvoir la colonisation avec le lactobacillus, qui est la bonne bactérie, afin de maintenir le pH bas et ainsi acidifier les sécrétions vaginales. Donc, pourquoi c'est important? Mais on sait que le vagin distal et l'urètre ont une origine embryologique commune qui est très riche en récepteurs d'estrogène. Même chose pour le trigone vésical qui a beaucoup de récepteurs estrogéniques. Donc, en appliquant l'estrogène local vaginal, on va acidifier le pH vaginal qui va augmenter l'apport de lactobacillus qui va ainsi causer cette acidification-là des sécrétions vaginales et va prévenir donc la croissance et l'adhérence des bactéries pathogéniques. Donc, c'est très efficace pour prévenir les infections urinaires. Quelques notions à garder en tête, c'est important de comprendre que l'application de thérapie d'estrogène vaginal n'a jamais été démontrée comme augmentant le risque de récidive de cancer du sein chez les femmes avec un historique personnel de cancer du sein ou même avec un historique familial ou qui a des traitements. Donc, on peut l'utiliser chez les femmes qui ont des infections urinaires à répétition avec un antécédent de cancer du sein. Mais en général, en clinique, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours consulter leur oncologue pour m'assurer qu'on a une certaine concertation au niveau du traitement, de la prise en charge de ces patientes-là. Encore là, on n'a pas besoin d'utiliser un progestérone en même temps que l'estrogène vaginal. Il y a des études qui ont démontré que l'utilisation d'estrogène vaginal n'augmente pas les risques d'hyperplasie de l'endomètre et n'augmente pas le risque de cancer de l'endomètre lorsque utilisé en voie vaginale. Maintenant, il y a plusieurs vaccins qui ont été étudiés. Les plus anciens sont l'Urovaxum, l'Urovac. Donc, c'est différentes sortes de formulations de vaccins. Le Urovaxum, on a utilisé des lysates de bactéries, principalement de E. coli, tandis que le Urovac avait 10 différentes espèces d'uropathogènes qui avaient été tuées avec la chaleur. Et le plus récent, qui présentement, on attend son approbation de Health Canada. Essentiellement, ce sont des bactéries inactivées de E. coli et on a plusieurs études qui démontrent une bonne diminution des risques d'infection urinaire chez les patientes qui ont pris ce traitement-là. C'est un vaccin oral qui est pris sur 3 mois. Alors, c'est toujours important à garder en tête qu'il faut avoir une bonne intendance antimicrobienne lorsqu'on utilise les antibiotiques pour prévenir d'avoir trop de résistance et pour éventuellement ne plus avoir aucun antibiotique à utiliser. Il faut être très prudent dans ce qu'on utilise, vraiment garder cette intendance antimicrobienne en tête. Pour obtenir des cultures pour chaque épisode symptomatique, il faut vraiment utiliser le traitement le plus court et éviter les antibiotiques à très large spectre qui peuvent augmenter les résistances. Et on doit aussi prendre en compte l'antibiogramme local pour la sélection de l'agent antimicrobien avec le moins d'impact sur la flore normale vaginale et fécale. Donc, essentiellement, les microfurantoïens et phosphomycine, c'est ceux qui ont le moins d'impact sur la flore normale vaginale et fécale. Alors, notre patiente a débuté des suppléments de canneberge, des PAC. Elle a augmenté sa consommation d'eau.
Et on a aussi considéré le traitement Self-Start et depuis les derniers 6 mois, lorsqu'elle vous revoit, elle a une absence des infections urinaires. Alors, succès pour notre patiente. Alors, certains messages clés à garder en tête. Excusez-moi, je vais juste revenir. Alors, les infections urinaires récidivantes non compliquées est en définition 2 infections urinaires symptomatiques chez une femme en 6 mois ou 3 en 1 an qui ont été démontrées avec culture. Le traitement devrait être guidé par la sensibilité de la culture d'urine avec soit du nitrofurantoin, du sulfatrim ou phosphomycine, en suivant les principes d'intendance antibactérienne. Voilà. Et on doit considérer des stratégies de prévention de manière non antibiotique avec des suppléments de canneberge PAC et avec l'estrogène vaginal chez nos patientes péri- et postménopausées. Et on peut aussi considérer une prophylaxie antibiotique, soit à faible dose ou post-coïtale, que je n'ai pas trop discuté, mais qui peut être quelque chose à considérer chez des femmes qui ont des infections urinaires associées avec l'activité sexuelle. Et dans certains cas, on doit considérer de référer à un spécialiste lorsqu'il y a des cas de persistance bactérienne. Aussi, on a un doute sur d'autres diagnostics ou facteurs aggravants. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Campon. On a des très beaux commentaires sur notre boîte de discussion. Et maintenant, le temps de questions et réponses est arrivé. Nous en avons reçu plusieurs et je vais essayer de les lire rapidement. Et nous avons à peu près 10 minutes pour la séance questions et réponses. Et alors d'abord, faut-il traiter une bactériurie asymptomatique? Alors, il y a deux conditions dans lesquelles on veut traiter une bactérie asymptomatique. C'est dans un cas où on a une femme enceinte où on veut traiter la bactérie asymptomatique et dans des cas où le patient aura une intervention urinaire, urologique, chirurgicale, on doit traiter la bactériurie asymptomatique. Ce sont les deux seuls cas dans lesquels on veut traiter ça. Alors, on sait que la bactériurie asymptomatique est très courante chez les femmes particulièrement. Ça peut aller de 30 à 50 selon l'âge. Ça l'augmente avec l'âge. Donc, on ne veut pas traiter ça parce que ça va augmenter les résistances. Parfait, merci, Dr. Campon. Et quels moyens de contraception sont associés avec les infections urinaires? On en parle souvent en lien avec des infections vaginales. Certaines contraceptions peuvent contribuer à des infections. Alors, on sait que le spermicide, qui peut être présent dans plusieurs marques de condoms, a été associé comme augmentant les risques d'infection urinaire à répétition. Donc, ça, il faut évaluer ça lors de notre anamnèse, voir s'ils utilisent ça. Il n'y a pas vraiment d'autres méthodes de contraception qui a été fortement associées. Toutefois, il y a quelques peut-être évidences que l'utilisation de la pilule contraceptive à faible dose d'estrogène peut causer des changements hormonaux, potentiellement aussi peuvent augmenter les symptômes locaux, mais sans nécessairement causer plus d'infections urinaires. Parfait, merci encore, Dr. Campon. Et si culture sort flore mixte, ça devient inconclusif? J'ai pas compris. Oui, d'accord. Donc, s'il y a une flore mixte dans la culture d'urine, ça peut suggérer une contamination. À ce moment-là, il faut regarder notre analyse urinaire pour voir si, par exemple, s'il y a des nitrites positifs, il y a des leucocytes positifs, mais on a une flore mixte, peut-être qu'on devrait répéter la culture d'urine pour s'assurer qu'on n'a pas eu de contaminant. Merci. Quand vous dites de référer si persistance bactérienne malgré traitement adéquat, est-ce que ça veut dire que vous faites d'emblée une culture d'urine de contrôle post-traitement antibio ou seulement symptômes persistants? C'est seulement s'il y a des symptômes persistants. On ne fait pas des cultures d'urine si les symptômes sont partis. Parce qu'encore là, si on fait une culture d'urine après que les symptômes sont partis puis qu'on note une présence de bactériurie asymptomatique, ce n'est pas une persistance bactérienne nécessairement. Une persistance bactérienne, c'est lorsqu'on a aussi des symptômes qui persistent. Ok. Merci encore. Et une autre question, c'est donc si patiente diabétique, pharmacienne réfère au médecin, pas de acte professionnel pour cette patiente? Je n'ai pas compris.
Si la patiente est diabétique, il faut que le pharmacien réfère au médecin. Alors, il faut être prudent parce que les diabétiques, le problème aussi, c'est qu'il y a il y a une grande utilisation des glyphosine, donc des SLG2 inhibitors qui vont augmenter l'expression du glucose dans l'urine. Et il y a certaines études qui ont démontré que ça pouvait augmenter les risques d'infection urinaire. Bon, certaines études ont été réfutées aussi. Nous, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Donc, les patientes qui commencent ces médicaments-là pour le diabète vont se présenter avec des infections, plus d'infections urinaires. Même chez les hommes, on va voir des balanopastites, des infections là, du gland causées par l'utilisation de ces médicaments-là. Donc, ça, c'est la première chose à garder en tête chez nos diabétiques. Ce n'est pas tous les diabétiques qui sont nécessairement immunosupprimés. Ça dépend de leur taux de diabète. Est-ce que leur diabète est mal contrôlé? Donc, il y a plusieurs choses à garder en tête. Un diabète léger qui est contrôlé, je ne pense pas que ce soit des femmes nécessairement immunosupprimées qu'il faut référer automatiquement. Mais si on a beaucoup de difficultés à avoir une bonne prévention dans ces cas-là, peut-être qu'il faut se poser des questions. Encore là, c'est pas d'avoir des knee-jerk reactions, c'est vraiment de garder en tête euh, tous les facteurs qui pourraient suggérer qu'on veut aller chercher un petit peu plus loin. Parfait. Et nous avons reçu plusieurs questions. Je vais juste mentionner trois questions de plus, puis et par respect de votre temps, du temps des personnes qui participent, on va finir avec la séance questions-réponses. Dans ma pratique, j'observe un peu plus de reconsultation pour persistance de la cystite après son traitement de phosphomycine. Et sans raison de résistance, de plus, savez-vous pourquoi le labo inclut rarement dans l'antibiogramme? Oui, c'est un bon point par rapport à l'antibiogramme, pourquoi qu'il ne l'inclut pas. Et ça pose problème. Donc, nous, ici à notre laboratoire, souvent, on va le mettre lors de la requête de la culture d'urine, donc inclure la phosphomycine. Encore là, je pense qu'il y a des changements. Je pense que de plus en plus de labos vont l'inclure dans leur antibiogramme. Mais ça posait problème il y a quelques années, mais je pense que c'est en voie de changement. Maintenant, la phosphomycine, il y a une bonne efficacité, donc je ne pense pas que ce soit nécessairement de la résistance, mais c'est possible que la résistance augmente au cours des années parce qu'on l'utilise de plus en plus souvent. Donc, encore là, il faut faire la culture d'urine. Si la culture d'urine n'a pas évalué la phosphomycine dans l'antibiogramme, ben, c'est possible que oui, en effet, il y avait une résistance, mais si on voit qu'il y a une bonne sensibilité, en théorie, la phosphomycine devrait être suffisante. Mais encore là, ça dépend s'il y a une persistance des symptômes. Comme j'ai mentionné, des fois, c'est plus la réaction inflammatoire qui va perdurer et que malgré qu'on a éliminé la bactérie dans l'urine, la réponse inflammatoire peut durer un peu plus longtemps. Dans ces cas-là, je vais suggérer peut-être de prendre des anti-inflammatoires ou du Tylenol, boire un peu plus d'eau et d'être un peu plus patient dans ces cas-là. Merci encore, Dr. Campon. Et la patiente doit prendre les packs pour combien de temps? Essentiellement, les packs, ça va faire effet tant aussi longtemps qu'on les utilise. Donc, l'efficacité va être présente lors de son utilisation. Même chose comme l'estrogène vaginal. Donc, il n'y a pas une durée limitée. Certaines femmes, des fois, vont choisir de l'arrêter, de voir si leur problème est parti. Toutefois, il peut y avoir une récidive des infections urinaires à répétition. Et sur les patients qui souffrent d'infections urinaires récurrentes post-coïtales peuvent prendre Utiva en prévention? Oui, oui, ça peut être quelque chose aussi qui peut faire un peu l'analogie de la prophylaxie antibiotique post-coïtale. C'est quelque chose que je vais suggérer. Ou ça peut être aussi, comme je mentionnais, il y a d'autres activités que certaines femmes vont identifier comme ce qu'on appelle un trigger, donc un facteur là, qui augmente leur risque d'infection. Dans ces cas-là, ils peuvent peut-être même doubler la dose ces jours-là pour essayer de diminuer les risques d'infection urinaire. Parfait, Dr. Campon. Et nous vous remercions beaucoup de votre temps, de cette présentation. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a de très bons commentaires et quelques personnes posaient la question s'ils peuvent avoir le PDF de votre présentation. On confirmera avec vous par après. Et nous vous remercions encore
une fois de votre temps Je et vous d'être là remercie. avec nous. Merci beaucoup. Merci.